Aïe. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on accueille ma maman, Sandra Léonie Parvet, qui nous fait l'honneur de participer à un de nos podcasts avec son temps précieux. Et bonjour maman, comment vas-tu? Bonjour mon fils, Ça je va? vais très bien, merci. Super, en plus il fait beau, on est bien, on est posé. Et quoi de mieux pour un Piche Podcast? Bienvenue maman, comment vas-tu? Ça va bien, tu m'as dit? Tip top. Oui, très bien quand je suis avec mon fils. Yes, c'est moi, top. Donc aujourd'hui on va parler un peu de trois trucs sympathiques. Ma mère, vu son âge, je dis pas qu'elle est vieille. Non, je rigole. Elle a vécu un peu plus que nous à notre âge et justement, elle a pu vivre un parcours assez intéressant que j'aimerais bien décortiquer avec elle un petit peu aujourd'hui. Donc, on va plutôt parler du début de sa vie, de comment elle est passée de l'endroit où elle est née à ce qu'elle est maintenant. Donc, c'est un peu intéressant. Donc, elle est médecin actuellement. Donc, comment partir d'une famille qui a peu d'argent et devenir ceci. Et après, on va parler aussi un peu le rôle de la foi là-dedans, si on a eu ou pas. Et on va parler un peu de, de la relation que Sandra entretient avec la foi, qui est très intéressante. Donc, maman, première question. On voulait savoir, toi, t'es parti. Enfin, décris-nous un peu qui es-tu et d'où viens-tu. Alors, je m'appelle Sandra, je suis née au Tessin et j'ai vécu toute ma jeunesse au Tessin au moment de l'université où j'ai dû forcément partir en dehors du Tessin. Je suis allée à Lausanne pour faire la médecine. À la fin des études, je suis revenue pendant 2 ans pour travailler au Tessin. Et puis, à cause de la formation qu'on doit faire en tant que médecin, je suis repartie sur Lausanne. Et c'est là que j'ai trouvé François, ou retrouvé, puisque le papa de Pierre, je le connaissais déjà, mais on s'était un peu perdu de vue. Et donc, on s'est mariés, et 3 années après est né Pierre. Et Et donc, moi. on a vécu à peu près 10 ans entre Lausanne et le Valais, 10 ans, et ensuite on est revenu au Tessin quand Pierre avait 10 ans. Et donc, voilà, ce qui s'est passé après, j'ajoute le dernier morceau, c'est que moi, j'ai grandi un peu ici quand même. Et à 14 ans, je suis parti. Oh, c'est un élément important pour plus tard. Je suis reparti en Valais avec mon père pour aller à l'internat à Saint-Maurice. Donc, maman est restée ici toute seule avec. Bon, il y a sa sœur, donc ma tante qui habite au-dessous, donc non pas tout seul. Et il y a mon chat aussi, Blacky. Et du coup, elle s'est retrouvée toute seule. Et ça, c'est un élément qui est aussi important pour plus tard. Donc, merci pour ces descriptions. Donc, vous avez un peu l'aperçu de la vie de ma maman. Et donc, on va passer à la première question un peu dans le sujet. C'est comment est-ce que tu es parti d'un milieu paysan? Donc ici dans la maison où on se trouve actuellement, il y a l'écurie de mon grand-père juste à côté, qui est à la retraite bien évidemment. Et comment on fait ça quoi? Comment on Mais part disons d'un que, village où il y a personne à oui, arriver à des études bon, moi incroyables? je suis née dans les années 60 où ce n'est plus l'époque où quelqu'un qui n'a pas les moyens ne pourra pas étudier. Disons, c'était l'époque où on a des bourses d'étudiants. Peut-être la limite serait plutôt celle que tu t'imposes toi-même. Ce n'est pas des limites matérielles, mais le fait que peut-être quelqu'un pense de ne pas avoir les qualités, les capacités de faire ça. Et disons que dans ce sens-là, moi, j'ai été aidée justement par des bourses d'étudiants et tout ça, mais aussi par le fait que mes parents m'ont toujours poussée à faire ça, m'ont jamais mis des idées de ne pas être à la hauteur. Donc j'ai été stimulée, soutenue par mes parents et donc, j'ai foncé dans ce que était mon rêve. Moi, je n'ai jamais pensé d'autre métier que celui-ci. Mhm. Et c'était déjà à 6 ans, je voulais être missionnaire en Afrique, Ouais. comme probablement beaucoup de médecins. Puis après, on voit que la réalité est un peu différente. Mhm. Mais disons, c'est le soutien de la famille et le fait que malgré tout, j'ai cru en mes moyens. Ok, donc c'est un peu, enfin si je peux reformuler, dis-moi si je me trompe, mais un peu finalement naître dans un milieu simple Mm. où quoi que tu fasses, finalement, pas quoi que tu fasses, oui, oui, un peu en quelque sorte, quoi que tu fasses sera bien, quoi. Genre, quoi que tu aurais fait, ils auraient été contents, quoi. Moi, je Genre, trouve c'était que ça. quand tu as un rêve, le rêve, il va se réaliser. Il faut y croire, toi et les gens qui sont autour de toi. Mais je ne crois pas que quelqu'un puisse rêver d'un métier sur lequel il n'est pas capable, il n'est pas porté. Ouais, Pour moi, ce qui compte le plus, c'est vraiment de faire ce que tu aimes. Parce que ce sera toute ta vie, ce sera tous les jours de ta vie. Et donc, ok.
c'est ça. Ce sera pas d'aller travailler, ce sera un plaisir. Et ouais, Lao Tse qui dit quand tu trouves le métier de tes rêves, t'arrêtes de travailler, quoi. Exactement. Ce qui est intéressant, ce que tu me disais avant, c'est la confiance, justement. Ça, c'est... Oui. Parce que toi, tu as fait une grande partie de ta vie, tu me disais avant, enfin, et surtout les études, en 10 Oui, ans, malgré je tout, vais pas moi réussir. j'ai fait ça parce que c'était une pulsion incroyable de faire la médecine, mais en même temps, j'avais un peu un problème d'auto-estime. J'avais une estime de moi-même très basse qui venait probablement de deux facteurs. Un, c'est le fait que, étant que mes parents étaient très occupés à la ferme, on n'a pas été beaucoup suivis. Je n'en veux pas, hein, on ne peut pas être parfait, tous les parents font des erreurs, entre guillemets, donc on était un peu des enfants, un peu, des fois on avait l'impression de ne pas compter, voilà, qu'on ne nous donnait pas trop d'attention. Et d'autre part, on était aussi à une époque où il y avait un peu de discrimination, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire on était les ceux de la montagne, les montagnards, un peu c'est les qui sont un peu... Et aussi les femmes dans le milieu du médecin, Voilà. c'était difficile, tu m'as dit, non? Non, c'était ça. Donc c'est pour ça, maman, que j'ai eu un peu des problèmes d'auto-estime. Donc le manque d'estime est un frein à main qui fait que tout ce que tu le fais justement sans utiliser tout ton potentiel. Parce qu'au fond, tu pars déjà avec l'idée que pour le moment, tu es nul. Et donc, tu prends des décisions hâtives comme ça, sans aller au bout du raisonnement, sans aller chercher toutes les solutions. Tu fonctionnes un peu au-dessous de tes capacités. Et ça, je dois dire que j'ai quand même été très tenace parce que malgré ce frein-là, avec la quantité surtout de travail que j'ai fait, j'ai réussi quand même à finir mes études. Donc ce qui m'a sauvée, c'est la grande capacité de travailler. Cette capacité de se donner à 100%. Donc je travaillais vraiment beaucoup, probablement beaucoup trop. Mais parce que du coup, toi, dans la ferme, c'est un peu la ferme qui t'a C'est donné ça, ça? ça m'a aidé, c'est-à-dire moi je suis Tu une étais obligé gamine de qui a, travailler, quoi. qui a travaillé tout de suite. C'est-à-dire on était trois sœurs, mais celle qui travaillait le plus parce que j'étais la première et j'étais un peu peut-être traitée un peu d'adulte, peut-être même un peu trop. Et donc j'ai toujours aidé, donc que ce soit à faire les tomes, que ce soit à faire les foins, à cuisiner. Je cuisinais beaucoup aussi parce que des fois, si je cuisinais pas, peut-être on savait pas quand, à quelle heure on aurait mangé. Donc je faisais mes petits trucs. Et donc je trouve que ça, faire travailler les enfants, sans exagérer, c'est génial. Parce qu'on apprend à la frustration des fois, parce que c'est pas si évident de travailler. Donc on apprend ça depuis tout petit. Donc d'un côté, le manque de confiance et de l'autre, le travail. Parce que ça n'est pas qu'une question de QI d'université. Je dois dire, la médecine, ce n'est pas hyper difficile, c'est une question d'étudier. Donc d'avoir... Par cœur aussi, de grande capacité d'assimilation. Voilà, c'est dur. C'est pas forcément la capacité d'abstraction qui est nécessaire, comme dans les études des sciences comme la physique et tout ça, où il faut vraiment être intelligent. Donc moi, je ne me considère pas très intelligente. Et c'est un peu pareil aussi. Moi, je connais beaucoup de gens, ils travaillent énormément, mais ils sont... Bon, ça va, ils sont pas... C'est pas des lumières, forcément. Voilà. Il y en a qui, j'en vois, ils travaillent rien du tout. Les meilleures notes que moi, et après, tu peux être un bon médecin même si tu n'es pas une lumière, parce que l'important, c'est que tu te donnes, que tu veux le bien des patients. Donc moi, je prône pas que tous les gens doivent avoir un QI à 140. Je trouve que quand on fait un métier, il faut le faire bien. Et je ne prône pas non plus forcément à étudier. Bon, moi, je suis contente que tu aies étudié, parce que je trouve que c'est bien de connaître, d'avoir une base, mais... Il faut aussi des artisans, et sinon le monde n'irait pas en avant. Donc, mais tout le monde doit faire son métier, peut faire son métier d'une façon le mieux possible. Passionné, quoi. Passionné. Voilà, ok, super. Et du coup, toi, tu conseillerais quoi à des gens qui, justement, peut-être n'osent pas se lancer parce qu'ils disent « Ah ouais, non, moi, je vais pas y arriver ». Genre, c'est quoi le conseil majeur que tu aurais pour les gens? De faire ce qu'ils aiment? Oui, surtout les parents, de suivre, de soutenir les enfants à tout prix, d'être leur allié et pas être contre eux, ce que des fois les parents font. Et puis de croire en eux. Ce qui compte, c'est le rêve. Et quand on a un rêve, ce rêve va se réaliser. Tu me diras si tu en penses pareil, mais un enfant, c'est pas un livre qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Exactement. Les enfants, ils sont pas à nous, bon ça tout le monde le raconte, mais il faut les accompagner
en suivant un peu leurs tendances. Ouais. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour cette première partie, c'était super. Donc là, ben, on a abordé un peu justement comment on arrive d'un milieu si simple, qui est peut-être finalement pas si mal, qui est peut-être propice à la naissance de ce genre de passion et d'aller loin, d'aller chercher loin, vu qu'on est, enfin, quand on est en ville, on est tellement entouré par déjà tellement de trucs. Après moi justement, j'ai vécu l'opposé qu'elle, vu que elle a un doctorat, du coup mon père il a 2 masters. Du coup moi j'étais un peu en mode, bah, j'ai pas le choix, je suis obligé de réussir quoi. Du coup c'est pour ça que moi personnellement je vivais mal, j'avais aussi ça en mode mais je vais pas y arriver, genre ils sont trop loin, genre j'ai trop de travail, ça va être impossible. Mais justement, ce que je tenais à dire en confirmant ce que tu dis, c'est que je me dis mais enfin à la fin de mon bachelor, je me suis montré à moi-même que j'étais capable de faire un truc. Et là, j'ai repris la confiance en moi parce que j'étais comme ça jusqu'à la fin du bachelor. La maturité, je me disais mais je vais pas y arriver, je suis pas assez fort. Et j'ai réussi sans souci, enfin, sans même travailler énormément. Bon, l'internat me forçait à travailler bien sûr. Mais voilà, et donc le bachelor aussi. Et quand je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable avec mon papier, je me suis dit, ok, je suis au niveau là, je suis bon. Et depuis, c'est une partie de plaisir. Je sais que je vais y arriver. Je suis plus angoissé toute l'année, genre je vis bien. Et pourquoi j'ai réussi à aller jusqu'à la fin de ma pas confiance, disons, parce que maman, elle m'a toujours soutenu, mon père aussi, hein, bien sûr. Mais maman, elle m'envoyait toujours des mots en mode t'inquiète, tu vas. Elle me disait pas, oh, t'es trop fort, nana. Elle me disait, mec, tu vas y arriver, t'inquiète, tu sais le faire. Maintenant, tu te concentres, tu donnes tout et tu y arrives. Mon père aussi il me disait ça, mais maman, elle me le disait en mode maman. Papa, il me le disait en mode papa, en mode maintenant, tu y arrives, hein, tu sais le faire. Mais voilà, du coup, bah, mes parents m'ont toujours dit, vas-y, tu sais le faire, tu vas y arriver. Et maintenant, je me le dis à moi, tout seul. J'ai plus besoin qu'on me le dise. Grâce à ça, j'ai accompli mon rêve un peu, qui était d'être ingénieur. Du coup, ils m'ont toujours dit, vas-y, tu vas y arriver. Maintenant, je me le dis moi. Je me dis, mec, tu vas y arriver. Genre là, j'ai eu un examen. J'ai eu des trucs avant qui m'ont un peu perturbé. J'avais pas trop étudié non plus. Mais je me suis dit en arrivant à l'examen, bon mec, maintenant, mentalité champion. Premier podcast, vous vous rappelez, pour qui l'a vu. Et voilà, maintenant, on va y arriver. Pierre, tu sais le faire, tu vas le faire. Et j'ai réussi. Et du coup, ben, grâce à eux, maintenant, j'arrive à me le dire moi-même tout seul. Donc voilà, je voulais compléter avec ça, donc qui va dans ton sens. Maintenant, les amis, on va passer à la deuxième partie de cette interview, de ce podcast, pardon, qui va se tourner un peu vers la religion, car ma mère a vécu justement un peu, je fais un petit... Une conversion, on ouais, peut une dire. petite conversion, c'est ça qui est intéressant, je fais un petit résumé, un petit synopsis. Et jusqu'à un âge très tardif, donc vers quoi, 50 ans plus ou moins, bah, elle croyait pas vraiment à tout, bah, tu expliqueras toi, mais... Et d'un coup, il y a eu cette conversion, et ça, moi, je trouve très intéressant quand même, vu que ça arrivait si tard, souvent ça arrive très tôt ou pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'aborder ça. Et je trouve que bah, on est très ouvert, et donc voilà, ici, dans ce podcast, on parle de tout. Ma question, donc, c'est, bah, explique-nous un peu comment tu étais avant et qu'est-ce qui s'est passé un peu. Disons, toi, commencé quand Pierre est parti, Quand elle s'est retrouvée toute seule, justement, quand c'est il pour est ça que... parti à l'internat en Suisse romande, là, tout à coup, ben, c'était dur. Parce que j'étais super angoissée du fait de ne rien savoir de ce qui se passait, parce que je le voyais pratiquement jamais, puisqu'il était la semaine à l'internat et le week-end chez son père. Et donc, ça m'a vraiment travaillé. Et puis, la solitude, bon. Et alors, ce qui fait que j'ai commencé à plonger dans la dépression, sans savoir que j'étais en réalité déprimée. Simplement, j'étais triste, j'étais mal. Des fois, je buvais quelques verres de vin. Après, j'ai arrêté parce que j'ai vu que ça commençait à aller dans une direction qui n'était pas la bonne. Et puis, justement, cette angoisse devenait toujours plus grande. La dépression, il y a deux choses. D'un côté, tu es bloqué à faire toutes les tâches, tu n'as plus rien envie de faire, il n'y a plus rien qui a du Ouais. sens. Tu regardes la télé, tu lis un livre, tu dis, mais à quoi bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun Ouais. sens. Tout perd du sens, le travail, la famille. Moi, j'ai remarqué la dernière chose qui encore tenait, c'était le sentiment pour mon fils. C'était la seule chose qui avait encore un sens, ça. Tout le reste, pour moi, je me disais, à quoi bon travailler, à quoi bon lire, à quoi bon... Et puis, donc ça, ce sens que les choses ne servaient à rien. Donc, tu es à la maison, c'est le désastre, tu n'arrives même pas à passer l'aspirateur, tu es complètement bloqué, tu ferais que dormir. T'accumules tout. Tu t'accumules, tu te lèves le plus tard possible parce que comme ça, la journée, ce sera moins pénible parce que tu as déjà passé un bon moment au lit. Tu te lèves à 11 heures et puis tu t'essayes, tu traînes, tu essayes de faire des trucs avec beaucoup, beaucoup de peine.
Et bon, moi, j'allais toujours travailler parce que ça, j'ai vu que ça me soulageait. Je n'y pensais pas plutôt. Donc, j'ai toujours été travailler, je n'ai pas manqué un jour. Et puis, à part ça, cette inhibition, cet état de blocage, il y a l'angoisse intérieure. C'est une angoisse inexplicable, sans raison, qui est un peu un mélange de tristesse et de peur. Tu es triste et en même temps tu as peur et tu ne sais pas peur de quoi. Ouais. Mais tu as une peur comme si tu étais au bord d'un précipice. Hein. C'est une vraie peur. Mais on ne sait pas de quoi. Donc, mais c'est très dur dedans de sentir cette peur. Et puis il y a aussi les crises de panique, les crises d'angoisse. Donc, tu te lèves la nuit, boum, avec le cœur qui bat, tout ça justement sans raison. Et voilà, je me disais, mais mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir de ça? Et à un moment, quand tu es déprimé, tu commences à te dire que ça, ce sera ta vie. Tu n'as pas l'idée qu'on peut guérir. Et donc, ça, c'est encore pire parce que ça te met dans une situation que tu ne cherches plus les solutions. Tu te dis seulement, mais comment je vais arriver au soir? Comment je vais arriver à la fin du mois? Et comment je vais arriver à vivre encore 10 ans ou 15 ans? Ouais. Et à un moment, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi les gens ont envie de se donner la mort. Parce que chaque jour est une souffrance. Ok. Et donc toi, t'as fait, Voilà, t'as réagi et comment? là, alors, comme j'allais travailler, je rentrais dans ma voiture la nuit, le matin très tôt, tout noir, froid, bon, l'angoisse totale, et j'allumais la radio. Et je suis tombée sur un programme de religieux où on priait, on priait. Et là, j'ai commencé à prier comme ça, je ne sais même pas pourquoi. Et là, il y avait un moine qui parlait, qui priait avec cette voix si douce que je me suis fait entraîner et j'ai commencé moi-même à prier. Et puis, lui, il m'a transmis le sentiment de l'espérance, de me dire, mais L'espoir. peut-être de l'espoir, que peut-être je peux quand même guérir. Et là, ça a tout changé, parce que l'espoir, ça a été la révolution dans ma tête. L'espoir, ça veut dire que tu vois la fin du tunnel, tu dis, bon, déjà, je peux survivre encore 20 ans, parce que sinon c'était impossible. Et est-ce que peut-être je pourrais vivre un tout petit peu mieux? Peut-être même pas beaucoup, mais juste, moi je ne prétendais pas beaucoup, mais juste pouvoir vivre plus ou moins de façon normale. Et puis alors tu commences à chercher les solutions, parce que l'espoir te donne la force. Et là, je cherche les solutions et je suis tombée, je suis allée chez un neurologue parce que j'avais tout, douleur dans le cou, dans la tête. Et lui, comme il m'a vu, il m'a même pas visité. Moi, j'étais étonnée. Je dis, un neurologue, je vais avec les radios, il me visite pas. Il m'a dit, madame, vous êtes déprimée. Je suis sortie avec un antidépressif, avec beaucoup d'étonnement, mais comme j'étais très diligente, je l'ai pris. Et c'était ces fameux inhibiteurs de la récaptation de la sérotonine. C'est-à-dire qu'ils font que la sérotonine est un neurotransmetteur que nous produisons naturellement dans le corps. Mais simplement, c'est pas que ça te donne cette substance de l'extérieur, ça fait que ça reste plus longtemps en contact avec les synapses. Donc, et ça m'a fait un bien fou. Je le conseille à tout le monde. Je sais que vous, les jeunes, vous êtes contre les médicaments. Parce que vous dites c'est de la chimie, mais moi, bon, des fois, je me demande dans les marijuana, tout ça, ce qu'il y a peut-être aussi un peu de la chimie, et puis nous sommes de la chimie. Ouais. Donc moi, cette chimie-là, bienvenue, parce que ça m'a changé la vie complètement. Je l'ai pris pendant une année. Mais donc t'as arrêté après, c'est ça qui est important de J'ai dire, c'est arrêté. que, Mais comme ça tu m'as m'a dit, donné le moral, parce que moi, je voyais encore les problèmes, mais avec un détachement, avec un sentiment plus serein, de dire oui, il y a ça, mais c'est pas la fin du monde. Je me sentais mieux, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'hormone, ils appellent aussi l'hormone, mais c'est un neurotransmetteur, du bonheur. Et c'est vrai. Donc je l'ai pris pendant un an, puis quand à un moment j'ai commencé à être un peu euphorique, donc c'était trop, j'ai dit non, ça veut dire que j'ai plus besoin, et j'ai arrêté moi-même d'un jour à l'autre. Et donc tu puis, montres à ton cerveau comment se comporter, et exactement, après lui il comprend, et tout donc à après fait. là, ben, c'est bon, tu peux arrêter. Parce Ouais. qu'après, j'ai continué sur cette lignée. Mais le fait, donc il y a eu deux choses. Le médicament qui a été quand même la grande chose, et puis le fait de prier. Le fait de prier m'a porté à trouver la solution. Mais Ok. après, j'ai continué à prier. Parce qu'après, j'ai pris goût à prier. Ouais. Prier, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Je commençais à aller à l'église, à pratiquer. Mais donc, comme on disait avant, pourquoi c'est bien de croire finalement? Qu'est-ce que tu pourrais dire en mode aux gens, Mais ben croyez quoi. parce que croire, il y a deux choses. Tu vis mieux ta vie ici
Et tu as aussi le sentiment que ta vie ici n'est pas finie. Donc il y a un double avantage parce que quand tu vis sans penser qu'il y a quelque chose après, tu vis un peu dans l'incertitude, dans la peur ou dans l'idée je dois tout faire au maximum tant que je suis là parce que après Dieu sait. Ouais. Donc tu vis un peu d'une façon je dois y aller, non, tu as des vices, des manies, de vouloir avoir du plaisir à tout prix. Voilà. Ouais, je vois. Quand Ok. tu crois, tu ne veux plus avoir du plaisir à tout prix parce que tu sais que le plaisir, ce sera beaucoup plus grand après. Et puis ta Ok. vie ici est quand même mieux parce que tu n'as plus la peur. Moi, je trouve la différence d'avant, c'était que je vivais toujours dans la peur, même avant la dépression. La peur de ce qui va arriver, la peur de l'inconnu. Ouais. Et quand tu sais qu'il y a Jésus, il y a Dieu, il y a les saints, il y a ta famille décédée, tout ça qui est là, qui t'attend, tu vis avec un sentiment de confiance, de pas peur. Même les maladies. Moi, avant, j'étais angoissée à l'idée d'avoir une maladie, que ce soit un cancer ou une maladie dégénérative. Et maintenant, je me dis, mais si je devais avoir ça, je vais y faire face. Je serai soutenue. J'ai plus cette peur. Et finalement, si au final, bah, t'arrives et il n'y a rien, bah, il n'y aura rien, tu seras plus rien, tant pis, quoi. Au moins, tu auras bien vécu, quoi. Exactement. Donc finalement, ça t'aide, même s'il n'y a rien de l'autre côté, autant croire un peu, genre. Si ça t'apaise, tu vois. Oui, mais quand tu crois, forcément, toutes les religions qui, d'une façon ou d'une autre, pensent que notre âme est éternelle. Ouais. Il n'y a que les athées Mhm. qui pensent que ça finit. Parce que toutes les religions, que ce soit les religions monothéistes, donc l'hébraïsme, les chrétiens et les musulmans, croient au même Dieu, parce que d'abord sont venus les juifs, puis les chrétiens, puis les... Et puis, mais même les religions polythéistes ou différentes qui sont Bouddha et tout ça, mais à la fin, tout le monde pense que notre âme est éternelle. Ouais. Et que nous faisons une toute petite partie de notre existence ici. Moi, je me dis, on arrive sur ce monde, on ne sait pas ce qu'on fait là, on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'il y a après, on ne sait rien. Donc finalement, moi, je me dis, c'est comme un prototype. On est des prototypes. Enfin, c'est une théorie, hein, j'en sais rien. C'est des idées qui me viennent de temps en temps. Moi, je crois dans mes propres trucs à moi. Mais j'adore avoir plein d'idées et penser à des trucs, c'est rigolo. Ça me fait passer le temps. Et je me dis, on arrive, on sait pas d'où on vient, on sait pas, voilà. Donc, on peut faire du mal, on peut faire du bien sans conséquence, direct, disons. Et du coup, moi, je me suis dit, mais ça serait parfait. Comme, vu que, bah, il m'est arrivé de programmer des robots, de les tester et tout ça. Ben c'est un environnement de test magnifique. Le robot, on le met, c'est pareil, il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas, on lui a dit de faire ça, voilà. Sauf que lui, même, on lui a dit quoi faire, ça le pire. C'est encore plus simple. Mais nous, on sait rien et on doit comprendre nous-mêmes et on doit se dire nous-mêmes, est-ce que j'ai envie d'être un mec bien ou d'être un mec ou une femme, bien sûr, ou faire du mal au détriment des autres pour moi, mon profit. Et donc, ben, c'est pour moi la fin de notre vie. On est vraiment ce qu'on est, vraiment. On est la personne qu'on a décidé être et qu'on est fondamentalement. Si on est fondamentalement mauvais, à la fin de notre vie, on le sera. Sauf que, voilà, donc à la fin, on sera, comme tu disais avant, il y a la justice divine, c'est ça que tu disais. Bah moi, je suis assez d'accord avec ça, je me dis, bah voilà, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de répercussions, et après, voilà, c'est à nous d'avoir été vifs, je pense, ou pas, à avoir compris qu'il fallait faire le bien déjà et pas le mal. Et si on avait compris, enfin, si peut-être, j'en sais rien, tu vois, je me dis, moi, je me dis qu'il y a quelque chose après. Après, je veux pas affirmer quoi que ce soit, j'en sais rien, chacun pense ce qu'il veut, bien sûr. Et moi, je pense que, surtout en étant scientifique, enfin dans le monde de la science, je connais la matière. Plus j'avance dans mes connaissances, plus déjà je vois que je sais rien, de un. Et de deux, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que tout fonctionne si bien. Ça relève de la magie, vraiment. Non, le but, je pense, d'être ici, c'est que c'est la parabola dei talenti, non? De utiliser au mieux et développer au mieux dans nous cette capacité, ce talent que Dieu nous donne. Ouais. Donc de faire bien ton métier, que ce soit, disons, ta vocation, que ce soit être un père de famille ou être un acteur ou Dieu sait quoi, ou un moine. Mais l'important, c'est d'utiliser bien ce que Dieu te donne et de le faire au mieux. Moi, je trouve que la valeur principale, c'est faire de son mieux. Après, on doit être pas parfait parce que personne n'est parfait, mais j'essaye
d'être C'est ça, parfait. donner tout. Puis, voilà, donner tout. Mais après, justement, c'est ce que je dis Et à mes potes toujours dans tout le le temps. sens du bien. Dans le sens du bien, parce que dans le sens de l'amour. Et aussi, quand tu fais du bien, tu te sens bien. Après. C'est cool. Parce que dans toutes Pas les tout le monde, hein, religions, à mon avis, si on regarde bien, que ce soit les musulmans, que ce soit les hindouistes, à la base, il y a l'amour. Comme moi, je pense en fait que Dieu est amour. C'est une condensée d'amour. Et donc, si on se fait guider par ça, amour pour soi-même et amour pour le prochain. Parce que comme il dit, vous aimerez le prochain comme vous-même, mais on doit aussi s'aimer soi-même. Ouais. Et tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes Donc pas le déjà but, toi-même. c'est de faire de son mieux dans ce monde avec ce qu'on a reçu et toujours dans le sens de l'amour. Et essayer de pas se faire dominer par le sentiment de ce mal, de ce côté un peu Éphémère, quoi. égoïstique où il y a 1000 noms, il y a le diable, les hindouistes ils disent Maya, enfin il y a 1000 noms pour ce côté, Le mal, quoi. la tentation de faire du mal. Ok. Parce que souvent, le mal, il profite à soi-même, quoi. Donc, aussi, faire du bien, faut savoir se mettre de côté pour le prochain. Exactement, se mettre de côté. Et voilà, et après, je sais pas, moi, je sais pas, je fais du bien à quelqu'un, enfin, du bien à quelqu'un, je veux dire. Si j'ai fait du bien, j'ai aidé quelqu'un, mais je suis fier de moi, je suis content, je me dis, super, je suis sur ce monde pour aider, je suis fier de comment je suis, quoi. Et après, je sais pas. Mais quand on est jeune, on est souvent un peu méchant, ça m'est arrivé d'être un peu méchant quand j'étais jeune. Puis quand j'ai eu un peu de cerveau en plus qu'à cet âge-là, je me suis dit, mais non, en fait, moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de faire le bien autour de moi. Et je trouve que tout le monde devrait faire de même. C'est un peu dommage ce qui se passe de nos jours. Mais bon, c'est le monde, il est comme ça. Et on pourra pas forcément changer. C'est pour ça que je fais ce podcast, pour essayer de changer un peu les mentalités et de transmettre un peu cette bienveillance que je retrouve chez les gens, notamment ma mère et les invités Après, passés. les erreurs, on les fait. Hein. Moi, je fais tous les jours des erreurs. Et après, on essaye de réparer. On peut demander pardon à la personne. Ouais. Et on peut, ça c'est la première chose, mais des fois, on peut aussi réparer une erreur. Donc, essayer de compenser. Parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Parce qu'il y a les regrets et les remords. Les remords, c'est un truc que tu as fait qui était mal, vraiment fondamentalement mal. Et les regrets, c'est des trucs inutiles. Les regrets, ça sert à rien. Ouais, ça Regretter. sert à rien. Un remords, c'est quand tu as fait mal à quelqu'un. Un regret en mode, ah, j'aurais dû faire ça, C'est vrai. putain, nana, j'aurais dû sortir avec mes potes au lieu de C'est rester à la plus là, maison. Non, ouais. enfin, c'est bon, tu vois. C'est plus là, c'est le passé. Aussi, j'ai un tatouage là, on le voit pas très bien. Mais il dit que c'est un sablier et il dit que c'est pas parce que ici t'as fait n'importe quoi, donc dans le sable qui est tombé, que au-dessus, ce qui va tomber, tu peux pas le rattraper. Mais surtout, le croisement au milieu, c'est là que tu vis. Tu vis dans le présent. Avec le futur, tu te détruis. Avec le passé, tu te détruis. Et aussi, j'aimerais dire un truc, ne vous comparez jamais à qui que ce soit, parce que la comparaison est l'ennemi du bonheur. Bah voilà, donc merci beaucoup pour ton temps, c'était super. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce joli podcast. Et n'hésitez pas à commenter, à liker bien sûr. Et je deviens un vrai youtubeur là. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez, vous avez des trucs à ajouter ou si vous avez envie de partager votre propre point de vue. Et voilà quoi, on est ouvert à tout type de commentaires et on sera là pour y répondre bien évidemment. Et voilà, donc merci vraiment, je fais un câlin à tout le monde à la fin du podcast. Merci beaucoup, c'était super, merci pour ton temps. Merci à toi. Et voilà, donc les amis, j'espère que vous avez aimé, vous avez passé un bon moment. Maintenant, il faut faire le bisou de fin. Sur Pige Podcast, il n'y a que de l'amour. Cosa? Voilà.